À l'heure actuelle, le sommet du mont Everest n'a jamais été aussi accessible. Chaque année, des centaines de grimpeurs, certains même non expérimentés, arrivent à atteindre le toit du monde. Oui, son ascension reste extrêmement technique, mais grâce aux camps intermédiaires, aux masques à oxygène, aux échelles installées pour traverser les crevasses, aux équipements modernes et aux GPS et cartes ultra détaillées, les expéditions vers le sommet ne se sont que simplifiées au cours du temps. Imaginez-vous maintenant en 1921, vous vous trouvez devant le sommet le plus élevé de la planète et vous êtes sur le point d'entamer la première expédition de son histoire. Sur ses flancs, aucun camp intermédiaire n'est installé pour s'acclimater, aucune échelle pour traverser les glaciers en sécurité, les GPS n'existent pas et votre carte est criblée de zones encore inconnues et inexplorées. Vous avez très peu, voire aucun moyen de contacter les secours, aucun moyen de vous géolocaliser pour retrouver votre chemin. Vous ne savez encore rien de cet endroit, si ce n'est quelques mythes assez peu rassurants. Ouais, je pense que maintenant vous comprenez pourquoi je vous disais plutôt qu'aujourd'hui, gravir l'Everest c'est presque devenu une promenade de santé comparé au siècle dernier. 32 ans, c'est la durée qui sépare la première expédition de l'histoire de l'Everest du jour où le premier homme a réussi à poser le pied sur son sommet. Pourquoi ça a pris autant de temps? Comment ont-ils procédé pour les premières expéditions malgré l'absence cruelle d'informations? Quels ont été les premiers accidents et qui ont été les premières victimes de cette montagne? Retraçons ensemble à travers cette vidéo 33 ans d'une conquête acharnée qui visait à découvrir tous les moindres secrets que renfermaient les hauteurs de ce mont. L'histoire de l'Everest, c'est aussi l'histoire d'une mission titanesque étendue sur plus de 3 décennies, marquée par des disparitions inexpliquées, des pertes humaines importantes, mais aussi de grands moments de partage et de prouesses mémorables. Moi c'est Mugs et ici on parle de sport, alors ne perdons pas plus de temps, voici l'incroyable histoire de la conquête de l'Everest. Revenons au début du XXe siècle. À cette époque, l'idée de gravir cette montagne émergeait peu à peu dans l'esprit des plus grands grimpeurs du monde et un grand nombre de mythes et de théories se propageaient sur ce sommet. Bien plus qu'une simple montagne, l'Everest était perçu comme un mont mythique et mystérieux, personne ne savait ce qu'il s'y passait dans ses hauteurs. Dans la tradition Sherpa, l'Everest est connu sous le nom de Chomolungma, qui signifie déesse mère de l'univers. Les Sherpas considéraient et considèrent encore aujourd'hui l'Everest comme une divinité sacrée, ils croyaient qu'elle était habitée par des esprits protecteurs et que cette montagne devait être traitée avec respect et vénération. L'objectif de gravir l'Everest était donc bien plus qu'une simple épreuve physique, c'était surtout une quête spirituelle pour se rapprocher de ces divinités, c'était vraiment un objectif symbolique. Déjà à l'époque, les scientifiques savaient que l'Everest était la plus haute montagne du monde. Ils s'étaient basés sur le niveau de la mer pour leurs calculs et ont utilisé des méthodes de triangulation pour estimer précisément sa taille, et c'est ainsi qu'ils ont découvert son altitude de 8849 mètres, et ce au 19e siècle, plusieurs décennies avant les premières expéditions. L'arpenteur qui était en grande partie responsable de ces travaux, c'était George Everest, et c'est d'ailleurs lui qui a donné son nom à ce sommet, car avant ses recherches, l'Everest était nommé le Pic 15. La toute première expédition sur le toit du monde, elle va prendre place en 1921. Cette mission n'avait clairement pas pour vocation d'atteindre son sommet, il s'agissait surtout d'une expédition de reconnaissance, car oui, avant de tenter d'atteindre le sommet, fallait quand même d'abord étudier la zone pour définir les routes principales et pour élaborer les premières cartographies précises de ces reliefs. Mais la question qu'on est tous en droit de se poser, c'est pourquoi 1921 ? Pourquoi pas plus tôt? La raison, elle est très simple. En fait, avant 1921, le Népal et le Tibet refusaient toute demande d'expédition sur ce sommet. Aucun grimpeur n'était autorisé à la gravir. Difficile donc de cartographier une zone si le gouvernement du pays en question te refuse l'accès à cette dernière. À cette époque, le Népal était un état très fermé, également connu sous le nom de Royaume du Népal, et c'était pas vraiment dans leurs habitudes d'accueillir du monde. D'un côté, l'ambition de gravir ce mont émergeait de plus en plus en Occident, mais du côté du Népal, il n'en était pas question. À cette époque, les Britanniques se montraient particulièrement intéressés à l'idée de poser le pied sur cette montagne. L'un des premiers alpinistes qui avait suggéré l'idée d'y organiser une expédition, c'était l'anglais Clinton Thomas Dent, dans son livre Above the Snowline, paru en 1895. Leur ambition de se rendre sur l'Everest pour y organiser les premières expéditions était très forte et s'accentuait année après année, et en 1920, une expédition britannique va enfin être autorisée, et elle va prendre place au Tibet au cours de l'été 1921. Les Britanniques avaient enfin réussi à les convaincre, et il était maintenant l'heure pour eux d'organiser la toute première tentative d'ascension sur le toit du monde, avec pour but principal de cartographier la zone et de découvrir les routes les plus sûres pour atteindre son sommet. La première expédition de reconnaissance sur ce sommet, c'était clairement un saut dans l'inconnu, mais c'était un passage obligatoire pour recueillir toutes les informations nécessaires pour les prochaines expéditions. Cette première expédition, elle va être menée par un certain Charles Howard Bury, un militaire et explorateur britannique de renom. Son équipe comprenait 2 alpinistes expérimentés écossais, nommés Kellas et Rayburn, ainsi que 2 cartographes, un géologue, un naturaliste et 2 jeunes grimpeurs dont un certain George Mallory.
D'ailleurs, on va vite en reparler de ce gars. Malheureusement, au cours de cette première expédition, l'équipe a perdu ses deux meilleurs alpinistes. Keyas est tombé malade et est décédé, et Rayburn a été évacué à cause d'une dysenterie. Malgré ses pertes humaines, l'équipe a progressé dans les vallées tibétaines pendant plus de 2 mois, et à terme, cette expédition leur a permis de recueillir des informations précieuses sur la région de l'Everest. Ces repérages ont permis l'organisation d'une nouvelle expédition l'année d'après en 1922. L'idée d'atteindre le sommet paraissait de plus en plus plausible, mais il restait encore beaucoup à découvrir. Lors de cette première expédition, ils avaient réussi à atteindre les 7000 mètres d'altitude. C'était déjà une prouesse d'avoir atteint une telle altitude sans itinéraire très précis et avec des outils bien moins sophistiqués que ceux d'aujourd'hui, mais il leur restait quand même plus de 1800 mètres à cartographier. Plus qu'une mission de repérage, l'expédition de 1922 avait pour vocation d'atteindre le sommet de l'Everest. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu cette année-là. L'expédition de 1921 avait permis de déterminer que les mois d'avril et mai étaient la période de l'année où les températures étaient les plus favorables pour y organiser une expédition. En hiver, les températures sont très difficilement supportables et en été, la fonte de la glace rend le trajet bien plus risqué. L'entre-deux idéal a donc été estimé sur les mois d'avril et de mai. C'est donc sur cette période que la deuxième expédition a été organisée. Elle était dirigée par le militaire Charles Granville Bruce et elle était composée de 6 alpinistes, d'un médecin, d'un photographe et de 3 traducteurs. Une équipe expérimentée et beaucoup plus informée que celle de l'année passée, qui ont vécu un véritable enfer. Lors de leur première tentative, une partie de l'équipe avait réussi à atteindre les 7600 mètres d'altitude. Ils avaient installé un camp pour s'acclimater et se ravitailler, mais à de telles altitudes, l'oxygène se fait rare. Après une courte et difficile nuit, ils décidèrent de reprendre la route pour atteindre les 8600 mètres, mais arrivés à 8225 mètres, ils ont été contraints de faire demi-tour à cause de la fatigue et du manque cruel d'oxygène dans cette zone. Après ce premier échec, l'équipe va organiser une nouvelle tentative en s'équipant cette fois-ci avec des bouteilles d'oxygène. Mais encore une fois, ça sera un échec. Arrivés à plus de 8000 mètres, des vents violents vont ralentir leur progression et Geoffrey Bruce, l'un des traducteurs, va rencontrer un problème technique avec son système d'approvisionnement en oxygène qui va le contraindre à faire demi-tour avec le reste de l'équipe. Ils avaient néanmoins réussi à atteindre les 8326 mètres d'altitude, un nouveau record. Le sommet n'était plus qu'à quelques centaines de mètres, mais après ces 2 tentatives d'ascension qui se sont révélées infructueuses, l'expédition s'est finalement achevée sur une 3e tentative cauchemardesque. Au cours de celle-ci, 7 porteurs vont perdre la vie à la suite d'une avalanche, un bilan extrêmement lourd qui avait fortement bouleversé les Britanniques. Cet accident marqua, vous vous doutez bien, la fin de l'expédition de 1922. Ils étaient très proches du but, mais la montagne a encore gagné. L'année d'après, aucune expédition ne va être organisée sur l'Everest par les Britanniques à cause du manque de moyens et d'un temps de préparation insuffisant. Mais rassurez-vous, l'objectif d'atteindre le sommet était toujours dans les esprits et certains alpinistes étaient désormais obsédés à l'idée de fouler le pied sur le toit du monde, notamment ce fameux George Mallory. C'était lui qui était à l'origine de la découverte du premier itinéraire empruntable sur le versant oriental du col Nord. Il avait participé aux 2 expéditions britanniques de 1921 et de 1922, c'était une pointure dans son domaine et son envie d'atteindre le toit du monde était plus forte que tout. C'était devenu son obsession principale et c'est donc tout naturellement qu'il participa à l'expédition de 1924, expédition qui marqua le retour des Britanniques sur ce sommet après une année sans tentative. Il était encore une fois plus que motivé, mais ce qu'il ne savait pas à ce moment-là, c'était la tournure tragique et très mystérieuse qu'allait prendre son ascension. Je vous ai déjà parlé de ce mystère en détail dans ma vidéo sur les plus grands accidents de l'Everest, mais je vais brièvement revenir sur cette histoire pour ceux qui ne l'ont pas vue. En 1924, parmi le groupe d'expédition, George Mallory et Andrew Irvine étaient de la partie. Andrew, on n'en a pas encore parlé, mais lui aussi était un alpiniste très qualifié, et c'était aussi un ingénieur qui avait pour mission d'améliorer le système d'oxygène utilisé lors de l'ascension. Système d'oxygène qui était loin d'être optimal, C'était sa première expédition sur l'Everest cette année-là, et on peut dire qu'avec George, il était entre de très bonnes mains. L'expédition a débuté le 8 juin 1924, jour où Mallory et Irvine ont quitté le camp pour tenter l'ascension finale. Ils ont été aperçus pour la dernière fois à plus de 8000 mètres d'altitude par un certain Noel Odell, un autre membre de l'expédition, et après cette rencontre, plus aucune nouvelle. Le corps de George Mallory ne sera retrouvé que 75 ans plus tard en 1999 et quant à Irvine, son corps n'a toujours pas été retrouvé aujourd'hui. À l'heure actuelle, personne ne sait s'ils ont réussi à atteindre le sommet avant de disparaître, le mystère reste entier et si vous voulez plus de détails au sujet de cette histoire, vous savez quelle vidéo regarder maintenant. D'ailleurs, j'en profite pour faire une petite parenthèse, on se rapproche très dangereusement des 200 000 abonnés, la chaîne connaît une croissance impressionnante ces derniers temps, je vous en remercie énormément. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit et ça soutient, donc pensez-y.
Bon, les 3 premières expéditions de 1921, 1922 et 1924 avaient permis aux alpinistes britanniques de parfaire leurs connaissances au sujet du mont Everest. Ils avaient découvert les premières routes praticables et il leur manquait plus grand chose pour atteindre le sommet. Bon, plus grand chose, façon de parler, il restait quand même énormément de travail. Mais après l'expédition de 1924, le gouvernement tibétain a pris la décision de refuser toute nouvelle demande d'ascension de la part des Britanniques, et pour bien comprendre la nature de ces refus, il faut que je vous parle de l'affaire des lamas dansants. Oui, le nom est plutôt original. En fait, dans les années 1920, des moines tibétains sont venus en Grande-Bretagne dans le cadre d'une opération de publicité pour promouvoir le film officiel de l'expédition britannique du mont Everest de 1924, nommé The Epic of Everest. Mais le problème, c'est que le 13e Dalai Lama et le gouvernement du Tibet estimaient que le film ridiculisait la culture tibétaine. Et en signe de protestation diplomatique, ils ont tout simplement interdit les futures expéditions britanniques à l'Everest. À partir de 1924, et pendant plus de 9 ans, quasiment une décennie, aucune expédition ne sera organisée sur l'Everest. Autant vous dire que du côté des Britanniques, la frustration, elle était palpable. Mais en 1933, les autorités tibétaines vont enfin se remettre à délivrer des autorisations d'ascension aux Britanniques, et cette année-là, une première expédition aérienne va y être organisée pour survoler l'Everest. Cette mission inédite était financée par la philanthrope de l'époque Lady Houston, et l'objectif était simple: prendre des photos et des films du sommet pour mieux le documenter. Bon, malgré quelques incidents mineurs survenus lors du premier survol, une seconde tentative va être effectuée et globalement la mission fut un succès. Les photos prises lors de l'expédition sont devenues des archives de la Royal Geographical Society et elles ont plus tard été utilisées à des fins scientifiques pour en savoir davantage sur les reliefs de l'Everest à plus de 8000 mètres d'altitude. Toujours en 1933, la 4e expédition terrestre britannique fut organisée sur le sommet. Lors de celle-ci, aucune bouteille d'oxygène n'avait été utilisée et l'accent était presque exclusivement porté sur l'acclimatation. Lors d'une ascension, les périodes d'acclimatation sont plus que nécessaires, car si elles sont ignorées, le changement trop brutal de pression et la raréfaction de l'oxygène dans l'air peuvent entraîner des effets très néfastes sur la santé, tels que le mal aigu des montagnes. Dangereuse accélération du rythme cardiaque, formation d'œdèmes cérébraux, vomissements, baisse du taux d'oxygène dans le sang. Bref, c'est pas le meilleur plan. Bien s'acclimater en organisant sa montée par paliers et en prenant le temps de s'habituer aux conditions extrêmes de la montagne permet au corps de s'ajuster en augmentant la production de globules rouges, en améliorant la circulation sanguine et en augmentant la capacité respiratoire, assurant ainsi de meilleures performances et réduisant les risques de maladies en altitude. L'expédition de 1933 était la première mission qui avait autant mis l'accent sur ce mécanisme d'adaptation qui était bien trop négligé avant cette période. Et grâce à un processus d'acclimatation sérieusement mis en place et bien respecté, ils ont réussi à atteindre le dernier camp avant le sommet en pleine forme, et ça c'était une première pour l'époque, et ils ont fini par égaler le record d'altitude en atteignant les 8500 mètres, le tout sans assistance respiratoire. Grâce à cette expédition, la pratique de l'acclimatation va être popularisée et ça va particulièrement aider pour les prochaines missions sur l'Everest. D'ailleurs, lors de cette expédition, les deux alpinistes Weiger et Wynne-Harris vont retrouver un piolet par hasard au beau milieu de la montagne. Et après analyse, ils vont émettre l'hypothèse qu'il appartenait à Andrew Irvine, l'alpiniste qui avait disparu avec George Mallory 9 ans plus tôt. Une 5e expédition va prendre place 3 ans plus tard, en 1936. Un budget d'une importance inédite avait été mis sur la table et une expédition de reconnaissance avait même été organisée l'année passée pour mener cette mission à bien. Mais les conditions atmosphériques étaient tellement désastreuses cette année-là que l'équipe envoyée sur place n'avait clairement rien pu faire. D'ailleurs, dans cette équipe en question, il y avait un porteur népalais encore peu connu, un certain Tenzing Norgay. Croyez-moi, retenez bien son prénom car on va très vite reparler de lui. Bon, après plus de 14 années d'ascension sans l'ombre d'un pas sur le sommet de cette montagne, le public va peu à peu se lasser de cette course à l'Everest. Plus personne n'était vraiment hypé, les financements étaient de plus en plus limités, bref, c'était les débuts d'un désintéressement total. Une expédition à faible budget va néanmoins être organisée 2 ans plus tard en 1938 avec la présence des alpinistes Bill Tillman et Eric Shipton. Tenzing Norgay était encore de la partie cette année-là, toujours dans le rôle de porteur. Lors de cette nouvelle expédition, l'équipe était parvenue à atteindre les 8300 mètres d'altitude, mais une fois encore, les chutes de neige, les vents violents et la température glaciale ont anéanti tout espoir d'atteindre le sommet, situé à quelques centaines de mètres seulement. Ça commençait à faire beaucoup de ratés, beaucoup trop même pour le public et les investisseurs qui eux s'étaient lassés depuis quelques années déjà. Il était clair qu'après cette expédition, l'intérêt pour l'Everest aux yeux du grand public était devenu quasiment inexistant. L'année d'après, 1939,
Bon, c'était pas l'année idéale pour lancer une nouvelle expédition sur l'Everest, hein, vous vous doutez bien. Et de 39 à 45, il n'y a évidemment eu aucune nouvelle tentative. La perte générale d'intérêt plus la Seconde Guerre mondiale avait totalement mis fin à la conquête de l'Everest, et ce jusqu'en 1950. Après la Seconde Guerre mondiale, deux événements vont venir bouleverser le cours de l'histoire de la conquête de l'Everest. Tout d'abord, le 15 août 1947, l'indépendance fut proclamée en Inde, un pays qui avant cette date était une colonie de l'Empire britannique. Je vais pas rentrer dans les détails géopolitiques de cette affaire, mais l'indépendance de l'Inde va rendre la région de l'Himalaya plus accessible aux alpinistes étrangers, donc les Britanniques n'étaient désormais plus les seuls prétendants au sommet. La concurrence étrangère était en route vers le sommet, mais les Britanniques bénéficiaient quand même d'une longueur d'avance non négligeable en termes d'expérience dans la région de l'Himalaya. Et le deuxième événement très important à retenir pour bien comprendre l'histoire de la conquête de l'Everest, c'est l'invasion du Tibet par la Chine qui débuta en octobre 1950. À cause de cette invasion, l'accès de la face nord de l'Everest côté tibétain va être définitivement fermé, mais heureusement l'année d'après, le Népal va enfin autoriser l'accès à la montagne depuis le sud après la chute de la dynastie Rana, offrant aux alpinistes anglais et internationaux des possibilités d'ascension par l'arête sud-est, considérée comme moins dangereuse et plus accessible. Dans un sens, c'était une bonne nouvelle car l'arête du sud-est est jugée comme plus simple, mais pour les Britanniques, cela signifiait surtout de nouveaux reliefs et de nouveaux repères à découvrir. Pour mener leurs futures expéditions à bien, il leur fallait au moins une mission de reconnaissance pour se familiariser avec cette nouvelle voie. Lors de cette même année, une mission de reconnaissance britannique va prendre place au Népal. Comme je vous le disais, cette expédition avait pour objectif de comprendre la topographie du sud de la montagne, de prendre connaissance des nouvelles routes à emprunter et de préparer au mieux la prochaine tentative sur cette nouvelle voie. Bon, par contre pour les Britanniques, la concurrence était devenue bien plus rude. Les Népalais avaient établi un système de tour de rôle pour accéder à l'Everest, et l'ordre d'ascension était le suivant: les Britanniques en 1951, les Suisses en 1952, les Britanniques à nouveau en 1953, les Français en 1954, et ainsi de suite. Les Britanniques savaient donc qu'entre leur expédition de reconnaissance et leur tentative de 1953, ils allaient devoir laisser leur place aux Suisses pour la saison de 1952. Ouais, ce serait quand même dommage d'avoir fait tous ces efforts sur plus d'une trentaine d'années pour au final se faire devancer par des Suisses lors de leur première tentative. Bon, heureusement pour eux, les Suisses ont été contraints de faire demi-tour à 150 mètres seulement du sommet. On peut dire que les Britanniques l'avaient échappé belle. D'ailleurs, le Sherpa Tenzing Norgay faisait aussi partie de l'expédition suisse, et à ce moment-là, il s'agissait de sa 5e expédition sur l'Everest, rien que ça. Bref, l'année d'après, en 1953, après plus de 32 ans d'expédition et de travail acharné de la part des Britanniques, il était maintenant temps pour eux d'organiser leur première expédition vers le sommet de l'Everest depuis le versant népalais. Leur première expédition qui n'était pas une expédition de reconnaissance, on s'entend. Cette année-là, les Anglais avaient une énorme pression. Cette ultime expédition devait prouver au peuple britannique que ces 32 années de tentatives n'étaient pas vaines et que la détermination et l'expérience de leurs alpinistes étaient plus importantes que quiconque. Pour cette expédition, toutes les technologies de pointe qui étaient disponibles avaient été réquisitionnées pour maximiser les chances d'atteindre le sommet de l'Everest. Chaussures et sacs de couchage adaptés, vêtements dernier cri conçus pour le froid extrême, des échelles en aluminium pour traverser les crevasses, des masques à oxygène de pointe, en bref, tout était pensé pour mener cette expédition à bien. L'équipe était composée d'une quinzaine de personnes, tous avaient un rôle crucial, et oui, il y avait encore Tenzing dans le lot. C'était devenu son rendez-vous annuel finalement. Bref, après plusieurs jours d'ascension et d'acclimatation, l'alpiniste Edmund Hillary et le Sherpa Tenzing Norgay vont établir le 28 mai 1953 un ultime camp à 8500 mètres. Le matin suivant, sous un ciel clair et sans aucun vent, ils commencèrent leur ascension vers le sommet, et c'est à 11h30 que les deux hommes, Edmund Hillary et Tenzing Norgay, parviennent à atteindre le sommet, mettant fin à 3 décennies d'une conquête acharnée. D'ailleurs, pour l'anecdote, Edmund Hillary et Tenzing Norgay ont atteint le sommet de l'Everest peu avant le jour du sacrement de la reine Elisabeth II, et ils ont considéré cette réussite comme un cadeau pour la nouvelle reine britannique. Aujourd'hui, le versant népalais est la face la plus populaire prise par la quasi-totalité des alpinistes qui tentent l'Everest de nos jours, et chaque année, des centaines de personnes font littéralement la queue à plus de 8000 mètres d'altitude pour atteindre à leur tour le sommet, une situation complètement inimaginable il y a plus de 50 ans. Si vous voulez découvrir en détail tous les défis que réserve ce fameux versant népalais, j'en ai fait une vidéo complète à ce sujet que vous pouvez visionner en cliquant juste ici. On tente les 300 000 abonnés cette année, un objectif de taille, donc un grand merci à tous ceux qui prendront le temps de s'abonner. Merci de m'avoir écouté, allez, salut!